On rappelle rapidement les différentes technologies qui sont en jeu aujourd'hui dans le domaine de la fabrication additive. On va retrouver toutes sortes de méthodes pour déposer du matériau, que ce soit de la fabrication additive indirecte comme le lit de poudre plastique ou métal, ou de la fabrication additive directe, comme par exemple l'impression 3D plastique, comme ici extrusion de matériaux. On trouve sur les petites imprimantes 3D grand public. Voilà, de l'impression AG d'encre, etc. Donc, on a des technologies avec des manières de déposer le matériau qui sont complètement différentes. Je prends l'exemple par exemple du SLA, la stéréolithographie. Donc ça consiste à fusionner de la résine liquide. Voilà, donc des technologies, il y en a plusieurs sortes. Est-ce qu'on fusionne la résine liquide avec un laser ou avec un faisceau UV? Voilà, il y a des variantes qui sont très diverses, avec des fabricants machines évidemment qui sont très variés dans le monde entier. Donc voilà, là aujourd'hui c'est juste ce petit schéma pour vous présenter qu'aujourd'hui la fabrication additive ça part dans tous les sens. C'est pas péjoratif justement, c'est qu'il y a beaucoup de technologies et de matériaux qui existent, ça se diversifie énormément pour tous les secteurs d'activité. Alors aujourd'hui, on aurait tendance, pour ne pas dire que la technologie de la fabrication additive concurrence l'usinage, faut pas du tout dire ça. Au contraire, ça vient en complément de ces processus d'usinage qui sont aujourd'hui maîtrisés et matures. Et aujourd'hui, la fabrication additive, c'est comme les composites à l'époque, ça vient se placer justement dans des secteurs spécifiques, et on ne peut pas l'utiliser partout. On ne va pas utiliser la fabrication additive quand par exemple on produit des pièces en grande série avec par exemple du fraisage ou du tournage, que le rendement est bon, qu'on a le processus qui est maîtrisé, que le processus est mature, voilà. Au contraire, la fabrication additive, on va plutôt l'utiliser justement sur d'autres typologies de pièces plus complexes, avec des lead time, des délais de livraison qui sont très réduits, ou quand la masse de la pièce est un point très critique, comme dans le spatial par exemple, ou quand on est sur des très petites séries, voire de la pièce unitaire comme dans le médical, voilà. On a vraiment des secteurs qui sont très spécifiques, et voilà, la fabrication additive, c'est vraiment du cas par cas aujourd'hui. Quand on regarde les typologies de clients qu'on a, nous, c'est vraiment du cas par cas, c'est des cas très divers, ça peut être dans le médical, ça peut être dans l'énergie, etc. Alors, quelques slides pour vous présenter les différents cas d'études de Siemens, parce que Siemens, évidemment, ils sont, donc vous savez tous, développeurs logiciels de Siemens NX, mais ils agissent aussi dans d'autres filiales, ils agissent aussi pour le développement et l'industrialisation de la fabrication additive. Donc, quelques slides pour vous présenter. D'abord, une première vidéo sur donc un premier cas d'étude, c'est donc un système de refroidissement qui est là pour refroidir en fait une tête de brûleur. Alors ici le cas a un peu été détourné, mais ici dans cette vidéo on voit à quel point le système de refroidissement reconçu en fabrication additive est efficace. Donc on voit l'exemple avec le brûleur qui chauffe la partie de la pièce en contact. Voilà. Donc refroidissement très efficace. Comment ça a été conçu? Quelques explications. Ici, on a le modèle du refroidisseur qui a été... alors, c'est le design conventionnel. Ici, c'est la conception conventionnelle, donc c'est la pièce avant optimisation. Donc là, le système était efficace, mais il était perfectible. Il y avait de la complexité dans la pièce, il y avait beaucoup de pièces assemblées et soudées. Le système était également encombrant, donc on voit une longueur totale de 3,4 mètres. Donc le redesign a été pensé pour être fabriqué en fabrication additive en s'inspirant, alors il y a cette image que Siemens aime bien montrer d'un oignon avec des peaux successives, avec justement plusieurs couches. Donc là le système qui a été reconçu en fabrication additive s'inspire de là. Hop. Et a été optimisé, justement, designé et optimisé en couplant des solutions de ce qu'on appelle de design génératif. Alors, quand on parle de conception, s'il faut faire la distinction, quand on parle en tant que conception conventionnelle, c'est donc la manière de concevoir une pièce comme on l'entend, c'est le concepteur qui dessine lui-même les zones, qui assemble lui-même sa pièce, etc. Le principe du design génératif, c'est ici on laisse le soin aux algorithmes et au calcul de trouver une forme de pièce optimisée par lui-même.
Donc dans ce cas présent, dans ce cas d'étude, on a en fait la tête de brûleur qui a été préconçue par l'utilisateur et qui a été introduit en fait dans la plateforme StarCCM+, qui est donc une plateforme de CFD, de simulation fluidique. Le cas d'étude a été mis en place, on a mis les conditions limites, les zones de refroidissement, etc. Et on a couplé justement la plateforme StarCCM avec la plateforme EADS, qui est aussi développée par Siemens, et qui est là pour faire ce qu'on appelle de l'optimisation multiphysique. Ça veut dire que l'algorithme a fait tourner plusieurs itérations de la simulation, et derrière, le design a été automatiquement itéré. Par exemple, on va lui dire, change-moi l'épaisseur de ces ailettes entre 1,5 et 2,5 mm, et puis trouve-moi la valeur optimale. Voilà. Donc ça, pour toutes les cotes, on a eu une centaine d'itérations avec qui était à peu près de l'ordre d'une journée. Mais au final, le design était vraiment optimal. Et le produit optimisé, donc on a réduit le nombre de pièces en fait de plus de 50%, le nombre de soudures également d'environ 50%. Donc ça, évidemment, c'est un coût d'assemblage qui a été réduit. On a aussi une diminution de la masse de la pièce. Et évidemment, des délais qui sont réduits, parce que qui dit fabrication accélérée et assemblage moins complexe, donc on a des délais de livraison qui sont beaucoup plus faibles. Donc là, évidemment, ça ouvre la porte à des cas d'études comme ça ouvre la porte à de nombreuses opportunités. Voilà, un deuxième cas qui consiste en fait à l'optimisation d'une chambre de combustion. Alors, il faut savoir que Siemens a une de ses filiales à Finspång en Suède, qui développe en fait des turbines de génération d'électricité. Dans ce cas-là, il s'agissait d'optimiser en fait la chambre de combustion qui consistait à un assemblage de 13 pièces différentes. Et grâce à la fabrication additive métallique, on est passé justement à un design optimisé de une seule pièce. Donc on a simplifié le système. Et le plus impressionnant, c'est qu'avec justement cette optimisation, on a réduit le temps de fabrication. On est passé de 26 semaines à 3 semaines, et avec une masse réduite de 22%. Alors ici, pour ce cas d'étude, la masse, c'est moins critique que par exemple dans du spatial ou de l'aéro, mais voilà, la réduction des délais est quand même très impressionnante, et on voit à quel point la fabrication additive peut justement aider l'industriel à augmenter la performance de ses produits. Voilà, dernier cas d'étude, là, celui-ci beaucoup plus récent, parce qu'en fait, c'est un partenariat qui a été monté entre Siemens et l'entreprise HP. Alors, vous connaissez sûrement HP pour leurs imprimantes papier, entre autres, hein. Mais il faut savoir que HP développe une gamme de machines d'impression 3D polymère. C'est une technologie qui est dérivée du lit de poudre. En fait, ça consiste c'est leur technologie jet d'encre, en fait, qu'ils ont adaptée à l'impression 3D. Voilà, donc pour faire rapidement, hein. Donc il y a une pièce particulière dans leur système de refroidissement de leurs imprimantes, qui est une pièce devant un conduit de ventilation. Et donc dans le même principe que la tête de brûleur que tout à l'heure, hein, cette pièce elle a été optimisée grâce à un couplage entre StarCCM et EADS pour arriver à un design optimal. Alors ici on a quelque chose de très organique, hein, quelque chose de brut, sauf que des formes comme ça, impossible à produire évidemment en fabrication conventionnelle, en usinage. Mais en fait, cette pièce-là, ils l'ont imprimée directement sur leur machine HP, justement. Et maintenant, c'est une pièce qu'ils intègrent dans leur série de machines, et on voit que la performance a été augmentée de plus de 20%. Et évidemment, il y a les 75% de gains de temps en fabrication. Donc là, voilà, c'était le dernier cas d'étude, mais voilà, pour résumer, Siemens agit dans la fabrication additive, évidemment dans la partie logicielle grâce au développement des modules NX dédiés à ces technologies, mais également du coup grâce à toutes ces autres filiales, que ce soit dans le médical, dans ces filiales de production de pièces directement grâce à Material Solutions. Voilà, donc Siemens est un acteur qui est extrêmement présent sur le marché de la fabrication additive. Et je vais passer sur la partie logicielle. Donc la partie logicielle, hein, vous la connaissez, hein, vous êtes toutes et toutes des clients NX. Donc là, ce que je vais vous présenter, c'est comment NX peut être utilisé pour concevoir. Aujourd'hui, on va rester dans la partie conception de pièces, hein, on verra demain la partie fabrication. Aujourd'hui, on va rester sur la partie conception. Donc voilà, les cas d'études qui vous ont été présentés. On va regarder un petit peu dans le détail comment justement de telles optimisations ont été possibles, et comment on peut faire pour justement arriver à des designs tels qu'on a pu les voir. Donc
Vous connaissez le refrain, hein, donc NX, donc plateforme complète pour la conception, la simulation et la fabrication. Donc il en va de même pour la fabrication additive. Donc dans la partie conception pour fabrication additive, on va retrouver, donc on l'a vu, hein, la partie design génératif, hein, mais également la partie aujourd'hui qui nous intéresse, optimisation topologique et structure lattice. C'est deux modules justement qui sont très importants dans ce domaine-là. On va les voir plus en détail juste après. Dans la partie calcul, on a évidemment la partie dont a parlé Fabrice Germain hier de tous les solvers pour analyser la performance du produit qui a été optimisé en fabrication additive. Et évidemment, ça on en parlera demain avec Fabrice également, de la simulation de process, c'est-à-dire comment vérifier le comportement de la pièce pendant la fabrication additive. Voilà. Évidemment, dans la partie fabrication, on va retrouver le pilotage de toutes les machines et de tous les technos. Ça, encore une fois, on se concentrera dessus demain, c'est pas le sujet aujourd'hui. Mais voilà, sachez que NX est compatible avec tout type de technologie de fabrication additive. Donc si on se concentre sur le sujet principal d'aujourd'hui, c'est-à-dire la conception pour la fabrication additive, hein, ou le additive design en anglais, on va retrouver donc les opportunités qu'on a vues tout à l'heure, hein, c'est-à-dire la manière de reconcevoir une pièce pour qu'elle soit plus légère, en fabrication additive. Donc comment l'optimiser, comment réduire sa masse et comment transformer sa structure pour que le produit soit à la fois performant et compétitif sur le marché. Voilà. Donc si on plonge un petit peu dans NX, voilà le module optimisation topologie qui se télécharge grâce à un petit il n'est pas présent dans l'installation de base. Et les structures lattices, elles, par contre, sont présentes dans le module de base. Vous avez juste qu'à activer l'onglet conception pour fabrication additive. Alors, bien sûr, ces modules sont soumis à licence. Hein. Donc ça, on pourra le détailler à la fin si vous voulez les références. Mais voilà. Hop. Donc, pour la partie optimisation topologique. Donc pour ceux qui ne sont pas très familiers avec ce principe-là, donc quand on entend optimisation topologique, en fait ce principe-là, ça revient à déterminer la répartition optimale de matière dans un volume donné soumis à des contraintes définies par l'utilisateur. Donc ça veut dire que dans cet espace de design, par exemple, on va renseigner les surfaces fonctionnelles, c'est-à-dire les points de fixation de la pièce, là où il y a une charge, là où elle est accrochée à d'autres pièces ou à la terre, par exemple. Et derrière, l'algorithme va nous déterminer, en faisant une analyse statique, comme vous a présenté Fabrice hier, une analyse statique, ça revient à regarder comment la pièce est sollicitée mécaniquement. Mais grâce à ça, en fait, on va pouvoir obtenir ce qu'on appelle une forme naturelle de pièce. Et donc ce design optimisé, après, soit on peut l'utiliser pour imprimer directement ça sur une machine additive, ou alors on peut l'utiliser comme guide de reconstruction, comme vous l'a présenté Joël hier grâce au module Realize Shape. Donc on va refaire une petite passe là-dessus rapidement. Voilà, pour vous détailler le module, je vais passer très rapidement dessus parce que je vais passer dans NX après pour présenter comment ça s'organise. Donc on peut gérer différents corps, on peut faire ce qu'on appelle de l'optimisation multicore, donc faire plusieurs optimisations avec des paramètres différents pour arriver à un résultat optimal. Évidemment, on affecte des matériaux différents, puisque le résultat ne va pas être identique, évidemment, si on met le même cas de charge sur une pièce qui va être en plastique ou en métal. Ça, c'est une étape importante. Gérer les charges globales pour appliquer des accélérations, donc sur des pièces qui sont fortement accélérées ou des pièces de très grand volume qui sont soumis à leur propre poids, mais ça on peut le prendre en compte. Et on a après coup des paramètres d'optimisation qui vont justement nous influencer et le temps de calcul et le résultat d'optimisation en fonction voilà, du résultat qu'on souhaite obtenir. Voilà, ce qu'il est important de comprendre, c'est que le résultat final, là où d'autres logiciels justement proposent un volume optimisé qui est brut, c'est-à-dire c'est un maillage. Ici, NX vous permet d'obtenir un résultat qui est déjà lissé, comme celui-ci. Donc ça vous permet de l'exploiter directement, de le mettre sur machine directement, de faire une analyse dessus, etc. Voilà. Donc c'est vraiment une solution qui est clé en main. C'est pas en général l'optimisation topologique, on peut voir ça comme quelque chose comme des algorithmes de calcul qui sont complexes à prendre en main. Ici, c'est pas du tout le cas en fait dans NX. C'est vraiment de l'optimisation topologique. On va dire pour débutants, parce qu'en fait toute la partie maillage éléments finis et toutes ces choses très complexes, en fait c'est un peu sous forme d'une boîte noire. Donc ça facilite grandement l'utilisation.
Je vais passer sur NX pour la partie démo. On n'en est pas encore là. On est ici. Voilà. Donc en fait là, ce cas d'étude, c'est donc ici un corps extrait. Voilà. Ici on a le corps de base qui est ici c'est un bracket, donc c'est un support de fixation à l'arrière qui se met à l'arrière en fait d'une voiture de Formule 1 qui a été conçue par des étudiants. Voilà, donc c'est un cadre qui est très spécifique. Et dans ce cas-là, en fait, cette pièce-là, elle est fabriquée donc ici en usinage. Donc là, le but, c'est de reconcevoir la pièce en fabrication additive. Donc là, on passe évidemment par l'optimisation topologique. Donc vous voyez ici, onglet topologie optimisation. Donc on va à l'intérieur. Pour info, je suis en NX 1926 Series, donc la toute dernière release. Hop, voilà, donc on a évidemment les fonctions d'optimisation topologique. Donc on peut aller dans la première, manager les corps. Donc ici, on va sélectionner ici le corps dans lequel on veut que la matière se répartisse. On peut le définir comme un design space. On peut aller manager, c'est-à-dire gérer les contraintes de design, ce qu'on appelle les contraintes de design. Donc par exemple ici, on a mis une symétrie plan, c'est-à-dire qu'on va justement optimiser que la moitié de la pièce, et on va lui demander à la fin du cycle d'optimisation de créer une symétrie. C'est-à-dire que le calcul va être plus rapide puisqu'on se concentre juste sur une moitié de pièce. Donc là, il y a des choses qui sont très intéressantes. On peut vraiment diminuer les temps de calcul. Ça, c'est une possibilité parmi d'autres. Ici, évidemment, on peut reconnaître les contraintes, ce qu'on appelle les conditions limites. Donc dans les conditions limites, on entend où est-ce que la pièce est fixée, quelles sont les zones à exclure de la pièce. Si je prends par exemple cette zone-là, on a une autre pièce qui passe à travers, donc c'est défini comme une zone d'encombrement. Donc il ne faut surtout pas qu'il y ait quelque chose qui gêne, qu'il y ait de la matière qui gêne à l'intérieur, donc on définit ça, vous voyez, keep out à l'extérieur, comme une zone d'exclusion. Voilà. On peut également définir des zones considérées comme des zones à inclure, c'est-à-dire on va forcer la matière à se répartir dans telle ou telle zone, par exemple. Et pour finir, après les contraintes, après les conditions limites, on a évidemment le cas de charge, donc comment la pièce est sollicitée. Donc on peut appliquer sur des zones fonctionnelles, soit des forces, soit des couples, soit des pressions. Voilà, donc ça c'est des choses que les gens du calcul connaissent très bien. Voilà, pour ceux qui sont un peu moins familiers, c'est tout simplement, on définit par exemple sur ce perçage-là, on définit une charge vers l'axe moins Z, par exemple, de 150 newtons, donc ça revient à peu près à une charge de 15 kg. Voilà, donc ça définit la manière dont la pièce va être sollicitée. Ça, c'est ce qu'on appelle les cas de charge et les conditions limites. C'est très important puisque ça va venir nous influencer la manière dont la matière va être répartie dans le volume de design. Voilà. On affecte des matériaux, ça je ne vais pas y revenir. On va dans la partie setup, donc là on définit l'algorithme qu'on souhaite utiliser dans la partie optimisation. On définit ici la résolution, ça va forcer la taille de maille, donc comme tout calcul, évidemment, plus on diminue la taille de maille, plus le résultat va être précis, par contre, plus les calculs seront longs. Voilà. Donc en premier, on conseille d'utiliser une taille de maille relativement grossière pour avoir les premiers résultats, pour voir si on ne s'est pas trompé dans la mise en données. Et après, on affinera les résultats sur les calculs suivants. Ici, voilà, très important, on a la masse approximative du design space, qui est à peu près ici de 350 grammes. Et on veut la masse cible ici, donc on veut arriver à 120 grammes. Voilà. Donc Run Optimisation, on peut cliquer dessus, je ne vais pas le lancer puisque ça va prendre quelques minutes, 5-6 minutes. Donc hop, voici directement le résultat qui est sorti d'optimisation. Donc comme vous voyez, c'est un résultat qui est brut ici, c'est donc un corps facettisé qui est directement dans l'arborescence. Ici, c'est un corps brut qui n'a pas été retravaillé. Voilà, on a juste laissé l'algorithme faire, donc comme vous voyez, on a un résultat qui est assez lisse. Et puis surtout, on a un résultat dont la symétrie est très correcte, ici. Donc voilà, ce résultat, encore une fois, c'est un résultat qui est facettisé. Donc avec la technologie du convergent modeling dans NX, on peut évidemment le retravailler, lisser des faces, ajouter des zones de perçage, par exemple, voilà, ajouter des fonctionnalités. Ou alors, comme vous l'a présenté Joël hier, on peut aller dans Real et justement reconstruire le corps depuis le début, afin de tirer des surfaces et de tirer des zones de subdivision pour reconcevoir la pièce en paramétrique, pour se débarrasser du facettisé.
Voilà, ça, il vous l'a montré, il vous l'a très bien montré hier, je ne vais pas revenir dessus. Donc voilà comment optimiser une pièce. Donc je suis allé très très vite dessus, hein, parce qu'il y a beaucoup d'autres sujets à voir. Mais voilà, on a l'opportunité justement de recréer justement des formes de pièces qui sont assez intéressantes. Et très important, je finis sur l'optimisation topologique. On a moyen dans l'optimisation topologique, quand on affecte des contraintes de design, puisqu'ici on est sur une forme qui est totalement infabricable en usinage, mais on peut appliquer des contraintes, par exemple extrude de longue vecteur, qui est ici le fait d'avoir une répartition de matière extrudée sur un vecteur. Et là, grâce à cette contrainte, on peut arriver à des formes prismatiques usinables en 2D et en 3 axes. Voilà. Donc l'optimisation de topo, elle est très utile en fabrication additive, mais elle peut aussi être utile sur d'autres process, comme la fonderie, comme l'usinage, le fraisage, etc. Hop. Voilà, je continue, donc je sors de la partie optimisation topologique et j'entre là dans une partie qu'on appelle les structures lattices. Voilà, donc là on est sur également de la problématique d'alléger la pièce, vraiment de revoir sa forme, mais ici on n'est pas dans l'optimisation de la forme, on n'est pas dans du design génératif, on est vraiment dans la définition manuelle de zone de la pièce, pour réduire leur masse et transformer en fait un volume plein en volume maillé, qu'on appelle du coup un volume lattice. Donc là, cette technologie-là de lattice, cette forme de pièce, elle est très très utilisée, surtout dans le médical. Ceux qui travaillent en fabrication additive dans le médical connaissent bien ça, puisqu'en fait, ces formes-là, en fait... Gaz. C'est pour, pardon, fait le test. C'est pour, pardon, le gaz. Pardon, je crois que c'était pas voulu comme intervention, pardon. Donc, ok. Non, en fait, c'est en fait dans le médical, puisqu'en fait sur les prothèses, quand on imprime des prothèses en titane ou en titane surtout, puisque c'est un matériau biocompatible, cette géométrie de pièces en fait est très tolérée par les os pour la reconstruction osseuse. Donc voilà. Après, pour la partie résistance, là ça pose d'autres soucis, puisque là on arrive moins à simuler justement la résistance de la pièce, surtout entre, vous voyez, la jonction entre la zone pleine et puis la maille ici. Donc voilà. C'est très utilisé dans le médical, un peu moins pour les pièces de structure, mais ça reste quand même très intéressant, parce qu'on peut vraiment arriver à des formes qui sont très complexes et très innovantes. Et du coup, dans Yanix, on a la possibilité de faire des différents types de remplissage avec des bibliothèques de lattice qui sont déjà prédéfinies, ou alors on laisse la possibilité à l'utilisateur de se définir son propre modèle de maille. Et on peut évidemment post-traiter les lattices pour les filtrer en fonction d'un angle limite, en fonction du nombre de barreaux raccordés, etc. Ici, une grosse nouveauté justement au niveau de cette partie lattice, puisque les lattices ça existait déjà depuis NX 12, NX 1847 il me semble, donc c'est pas très récent, mais dans la version 19.26, il y a une fonction qui est sortie qui s'appelle le corps lattice, en anglais body lattice. Donc là, c'est très intéressant, puisqu'en fait, on définit un corps, que ce soit un corps paramétrique ou un corps STL qu'on est venu importer ou designer, on va le définir comme remplissage d'une zone spécifique d'une autre pièce. Donc là, ça ouvre la porte à vraiment une toute autre manière de concevoir les pièces, puisque maintenant, on peut définir vraiment n'importe quel type de surface, n'importe quel type de volume comme remplissage. Donc on peut penser à des structures en nid d'abeille comme on voit sur l'image. Mais je vais vous montrer, en fait, on peut vraiment penser à d'autres choses. Hop, je prends l'exemple, par exemple, de cette coque, ici, que je vais renverser. Et donc cette coque, en fait, c'est une pièce très très simple, hein, c'est juste pour vous montrer la manière dont fonctionne l'opération. Donc je vais faire apparaître, par exemple, vous voyez, hop, la structure ici en nid d'abeille. Et donc dans conception pour fabrication additive, je vais utiliser la fonction corps treillis, ici. Donc le corps limite, ça va être ici la partie intérieure. La cellule des unités ici, c'est tout simplement la maille qu'on va utiliser. Hop, voilà, je vais définir une taille non uniforme, parce que là on n'est pas sur quelque chose qui est uniforme. Voilà, afficher le résultat. Voilà.
Donc on peut arriver à quelque chose de très rapide, hein. Ici on a un remplissage qui est... alors ici il est assez utilisé en impression 3D puisque ça peut aller assez vite, hein. Et puis au niveau structurel c'est assez intéressant parce que là on est sur la structure vraiment d'une abeille. Hop. Mais on peut aller beaucoup plus loin. Par exemple, je prends le cas de surfaces qu'on appelle les surfaces minimales. Donc ça peut peut-être parler à quelques personnes. Hop. Pour par exemple les surfaces gyroïdes ou les surfaces de Schwarz. Alors ça c'est un tout autre domaine, mais on entre dans des surfaces qui sont mathématiques, enfin des surfaces, ce qu'on appelle les surfaces minimales. Là où en fait ces surfaces sont très intéressantes, c'est que pour le cas de la gyroïde, on va minimiser en fait la surface de contact avec l'air tout en minimisant le volume. Voilà. Donc ça peut être très intéressant justement pour des structures comme des échangeurs thermiques par exemple, parce que le gros avantage de cette structure-là, ah oui, je vais, hop, c'est le corps extrait, voilà. Gros avantage de cette structure-là, c'est que c'est facilement imprimable, que ce soit en FDM, donc en impression 3D, mais également en technologie lit poudre. L'avantage de cette structure, c'est qu'ici on a des flux qui ne se croisent pas. Ça veut dire que ici, par exemple, ce flux-là et le flux qui est en fait juste au-dessus ne se croisent pas. Voilà. Donc ça intéresse beaucoup de personnes justement qui travaillent dans les échangeurs thermiques, hein. Vous pouvez regarder sur internet Gyroid Heat Exchanger, il y a énormément de recherches qui sont faites là-dessus, puisque là on peut vraiment améliorer la performance des échangeurs thermiques grâce à ces structures-là, et évidemment en fabrication additive, puisque ça c'est totalement infaisable en usinage. Ok, je reviens rapidement sur les lattices, puisque dans la partie précédente, on a vu qu'il était possible de remplir des volumes et puis de fitter du lattice à des surfaces spécifiques. Donc si je reviens par exemple à un cas d'étude médicale, hein, comme on parlait, hop, on a par exemple un cas qui est assez connu, hein, où on a une prothèse de crâne, alors en fait un implant crânien, qui est designé en fabrication additive, et donc pour ça on utilise des structures lattices pour justement qu'ils soient fabriqués et que la structure soit justement bien assimilée par le corps humain. Voilà. Donc ici, conception pour fabrication additive, on n'est pas dans corps treillis ici, mais on est dans treillis, tout simplement. Et donc on voit qu'il y a plusieurs manières de remplir du lattice. Ici je vais utiliser du lattice conforme pour justement arriver à fitter du lattice sur une surface. Donc ici, je vais mettre une longueur d'arête d'à peu près de 1,25 et je vais mettre un diamètre de barreau d'environ 0,25. Voilà. Voilà, donc évidemment, là, on peut justement ici arriver justement à contraindre le lattice sur une forme gauche. Donc là, c'est très intéressant. Donc une fois qu'on a créé ce lattice, évidemment, on peut le combiner à des structures qui sont volumiques pour justement arriver à quelque chose qui est directement imprimable, si ça veut bien se charger, voilà. Quelque chose qui est directement imprimable, voilà, qui peut être fixé grâce à qui peut être fixé sur le crâne. Voilà, il y a des choses qui sont très intéressantes à faire grâce aux différents modules. Et donc tout ça, en fait, toutes ces fonctions, elles sont accessibles justement dans la donne structure lattice de NX. Ça, je vais passer. Voilà, donc pour terminer, je ne sais pas comment on est au niveau timing, hein. Je crois qu'on avait à peu près 1 heure, mais je pense que ça va durer un petit peu moins longtemps. Pour terminer, en fait, la partie fabrication additive, elle est assez complémentaire en fait à la modélisation, ce qu'on appelle la modélisation convergente dans NX. Parce que le convergent modeling, pour ceux qui ne connaissent pas dans NX, c'est le cœur du modeleur, donc le modeleur parasolide, qui a la capacité en fait de travailler très facilement avec des données facettisées. Voilà. Donc il y a des fonctions qui sont présentes, je repasse dans NX, hein, dans modélisation de polygones. Je ne vais pas m'attarder dessus, parce qu'il y a la présentation d'Alain, normalement. Alors il n'a pas pu la faire hier, mais normalement ça a été replanifié. Il vous présentera en fait toutes ces fonctionnalités pour réparer un fichier STL. Donc ça en fait c'est très utile en fabrication additive, parce que en général dans ce domaine, les gens travaillent encore avec du fichier facettisé. Donc on peut faire énormément de choses, en fait, on peut faire un remaillage automatique pour augmenter la qualité de la pièce.
On peut lisser une zone, on peut appliquer des congés ou des chanfreins, on peut faire des opérations booléennes entre des corps facettisés et des modèles paramétriques, ce qui est très intéressant. Évidemment, ça ouvre la porte également à toute la rétro-ingénierie, donc le reverse engineering, quand par exemple on reçoit une pièce qui a été cassée ou une pièce incomplète scannée sans donner CAO, et il faut la reconcevoir pour l'améliorer en fabrication additive. Voilà, donc tout ça en fait c'est possible en couplant la modélisation convergente dans NX et les technologies additives.